merci à toi Yves et merci à vous tous et toutes d'être venus ce soir. Partager avec moi, j'espère, cette exploration de Jupiter et de ses lunes glacées. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation d'Yves, un ancien collègue de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Vous parlez vraiment de quelque chose qui m'occupe et qui me tient à cœur depuis pas mal de temps maintenant. Vous verrez, ça se prend du temps d'explorer le système solaire. Et c'est quelque chose aussi qui a occupé la place toulousaine pendant de longues années. J'essaierai de vous montrer un petit peu en quoi. Donc moi, je suis chercheur au CNRS, spécialisé des sciences planétaires, planétologue. Je suis aussi avant tout astrophysicien et astronome. Et donc je vais remonter un petit peu à l'histoire de l'astronomie moderne. Donc, vous savez sans doute, elle commence avec Galileo Galilei. Et le 1er janvier 1610, en pointant sa petite lunette vers Jupiter, il a mis en évidence donc, pour la première fois donc, la présence autour de la planète d'objets qui semblaient tourner autour. Vous voyez ici différentes soirées d'observation. Il a répertorié à chaque fois la position de ces astres et il a vu qu'au fil du temps, donc, ces astres présentaient des configurations différentes, mais toujours autour de cette planète Jupiter. Et donc il a compris qu'il y avait des objets qui tournaient autour de cette planète centrale, de cette planète, et il les a appelés les planètes médicéennes. Alors pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, c'est un autre temps, une autre façon de faire de la science. Il y avait des mécénats qui finançaient ses recherches. Et donc lui, dans son cas, c'était donc la famille Médicis. Et donc il a concilié tout ça dans un des premiers manuscrits de l'astronomie moderne. Et il a appelé ça le messager des étoiles. C'est un joli nom pour apporter son observation. Et puis une petite lunette, c'est beaucoup mieux. Même avec des instruments pour les amateurs de nos jours. Si vous avez l'occasion d'observer le ciel, si vous l'avez déjà fait, Jupiter, c'est une planète qu'on voit facilement. Et avec un petit instrument, les petites jeunes, on peut voir quand Galilée se protège autour de la planète de ces objets. Et c'est assez linéaire. Donc ces objets, ils les appelés planètes lycéennes. On sait maintenant, avec l'exploration du système solaire spatial, mais aussi par les grands moyens d'observation au sol ou dans l'espace, que ce sont des lunes. Et en particulier, donc, avec un des instruments qui a été lancé récemment, il y a 2 ans, vous en avez peut-être entendu parler, le James Webb Space Telescope. C'est le successeur du télescope spatial Hubble, qui est toujours actif depuis maintenant plus de 20 à 30 ans. Ce télescope, ce moyen moderne d'observation, le James Webb, il a aussi observé Jupiter récemment. Vous voyez ici l'image à gauche. Et c'est une image assez vivante encore, très résolue, avec beaucoup de finesse dans les détails sur les phénomènes atmosphériques de cette planète, sur la présence de cette tache rouge et sur les émissions particulières au pôle, qui sont ce qu'on a également sur Terre, des aurores boréales. Donc, ce sont les aurores boréales de Jupiter. Et avec ce télescope, on arrive également à observer ces objets qui tournent autour de Jupiter. On les a appelés les lunes galiléennes. Et en particulier, on voit ici l'observation très récente de l'une d'entre elles, Ganymède, observée en infrarouge avec ce moyen d'observation et qui révèle des processus intéressants à la surface que je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce soir. L'image est assez lourde, ça prend un peu de temps à venir. Donc, si on observe le système solaire dans son ensemble, vous savez qu'il y a 8 planètes. Il y a 4 planètes telluriques qui orbitent proche du Soleil, dont la Terre fait partie avec Mars, Vénus et Mercure. Il y a 4 planètes géantes de gaz, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et au-delà, vous avez d'autres objets, des objets trans-neptuniens, un réservoir de comètes, avant de sortir finalement du système solaire à très grande distance. Et là, on parle vraiment de système planétaire pour le cas des planètes géantes, parce que ce sont des objets qui possèdent des lunes, des anneaux et une grande variété de processus physiques qui vont opérer. Donc la Terre aussi, on parle de système, c'est le système Terre-Lune. Il est réduit à 2 objets, mais on apprend également à comprendre notre planète en relation avec sa Lune. Vous avez donc ici les observations donc, de Jupiter et de ses lunes, Saturne et de ses lunes, Uranus et de ses lunes, et tout ça avec des moyens d'observation très simples qui sont accessibles à un grand nombre d'amateurs et de scientifiques. Alors, si on s'intéresse de près un petit peu à ces 4 lunes particulières de Jupiter, donc celles que j'avais repérées
Galilée. Donc, si vous avez ici un panorama des grandes lunes du système solaire, mise en relation au niveau de la taille avec la taille de la Terre, vous voyez ici ces quatre objets autour de Jupiter, une qui s'appelle Io, une Europa, une Ganymède et une Callisto. Et vous voyez tout de suite que ce sont de gros objets. Par rapport à notre colline, certains sont plus gros, d'autres sont à peu près de la même taille. Donc ça, c'est un premier élément assez remarquable, et des diamètres supérieurs à 1500 km pour Europe, la plus petite, et jusqu'à 2600 km de rayon pour Ganymède, ce qui en fait la plus grosse lune du système solaire, et également une lune de taille plus grande que la plus petite planète de notre système solaire, qui est Mercure. Donc c'est vraiment un objet assez remarquable et assez intéressant par leur dimension. Vous voyez ici l'autre grosse lune du système solaire, c'est Titan, à Saturne, seconde de lune par la taille dans notre système solaire, qui elle est par contre dénote fortement dans la famille, dans le portrait de famille des lunes de Saturne. Vous avez plein de petits objets, sauf Titan. À Jupiter, vous avez quand même ces quatre lunes relativement homogènes à première vue. Et donc comprendre leur histoire commune va nous apprendre des éléments sur l'histoire du système de Jupiter et de notre système solaire. Et ce sont donc vraiment des objets à explorer de manière à les comparer. Alors voilà de nouveau un petit peu en détail ces quatre lunes. Donc Io, c'est la lune qui orbite le plus proche de Jupiter. Alors, lune très proche de Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui a un rayon, c'est la plus grande planète du système solaire. Son rayon, c'est 71 400 km. Io orbite à peu près à une distance de 6 rayons de Jupiter. C'est très proche. C'est une lune qui est remarquable parce que c'est une lune volcanique. C'est la lune c'est l'objet du système solaire où les épisodes volcaniques sont les plus intenses. En permanence, vous avez des volcans qui éjectent de la matière depuis cette lune. Ensuite, dans s'éloignant un petit peu de Jupiter, à 9 rayons, il n'est pas très loin quand même, vous avez Europe. Et cette lune est assez remarquable. Vous devinez peut-être dans cette image un peu distante, sa surface relativement peu fracturée, relativement peu cratérisée, avec des failles qui semblent se dessiner. Ensuite, à peu près une distance de 15 rayons joviens, vous avez Ganymède, la plus grosse lune du système solaire. Là, vous voyez, c'est un gros objet avec un certain nombre de cratères. Et ici, observé en visible, des différences de couleurs à la surface et des terrains qui n'ont pas la même histoire, pas les mêmes propriétés. Et je vous montrerai un petit peu pourquoi. Et enfin, Callisto à 25 rayons de Jupiter. Alors elle, c'est la lune la plus inerte parmi ces quatre-là. Vous voyez un grand nombre de cratères. Et en regardant de loin, elle ressemble très fortement à notre propre ligne. Et donc ces trois-là, comparés à l'eau, sont donc des lunes glacées, tandis que l'eau, elle, se relance de villes volcaniques. Donc vous savez sans doute qu'on observe d'autres planètes autour d'autres étoiles, on appelle ça des planètes extrasolaires, avec les modes techniques d'observation au début de ces observations, on observait plutôt des grosses planètes. Donc on a appelé ça des Jupiters chauds. Hein. Maintenant, avec des moyens un peu plus et des techniques un peu plus affinées, on observe de plus en plus de planètes de taille relativement plus modeste, jusqu'à des super-terres. Et donc, par contre, ces Jupiters chauds, donc, on avait comme point de référence dans notre système solaire Jupiter. Et donc, la grande question, c'est de comprendre est-ce que ces mondes qui sont en orbite autour de cette grosse planète sont habitables et quelle est leur origine? Je vous remontre ici des photos un petit peu peut-être plus parlantes, et en particulier pourquoi on parle d'habitabilité à ces mondes. Parce que si vous observez donc Callisto très cratérisée, elle a subi les cicatrices du bombardement des objets dans l'histoire de la formation du système solaire, en remontant ses origines. Ganymède relativement cratérisée également. Et Europe, vous voyez cette surface qui est très peu cratérisée, qui donc a subi des processus qui l'ont remodelé, qui ont gommé un petit peu les traces et les cicatrices de cette histoire torturée, et qui montrent qu'il y a une activité sans doute relativement jeune qui a remodelé ce terrain. Vous voyez ici ces failles qui apparaissent, qui s'entrecroisent, avec des images les plus résolues à l'époque d'une mission qui s'appelait Galiléo, envoyée à la fin des années 90, au début des années 2000 pour nos collègues américains. Vous devinez vraiment cette surface très marquée par des phénomènes de mouvement
de terrains relatifs les uns aux autres, et qui nous faisaient penser un petit peu à des observations de la banquise sur la Terre. En particulier, on va s'intéresser à l'Europe et Ganymède ce soir. Pourquoi? Parce que ce sont des cibles privilégiées d'exploration spatiale à venir dans les 10 prochaines années. On va avoir des missions spatiales qui vont aller s'intéresser à ces deux objets de très très près et en détail. Donc vous avez ces quatre lunes qui sont en orbite autour de la planète Jupiter. Alors cette planète, elle possède son propre champ magnétique, comme la Terre. C'est le champ magnétique le plus intense. Et fait remarquable, les quatre planètes, les quatre lunes, les quatre satellites galiléens orbitent très à l'intérieur de ce qu'on appelle la magnétosphère de Jupiter, c'est-à-dire la cavité magnétique qui est dominée par le champ magnétique de la planète, par le champ de Jupiter. Et ceci va nous permettre également va donner des propriétés remarquables à ce système. Et je vous montrerai un petit peu comment on va. Alors, ces quatre lunes, elles orbitent autour de Jupiter. Jupiter a un champ magnétique très intense. Il a une lune qui produit de la matière avec ses volcans. Cette matière, elle se retrouve dispersée, redistribuée à l'ensemble du système de Jupiter. Et en particulier, les lunes qui baignent dans le champ magnétique de Jupiter. Lorsque l'on a envoyé cette sonde Galiléo dans la fin des années 90 survoler ces objets, on s'est aperçu, en utilisant les données d'un instrument particulier, un instrument qui mesurait le champ magnétique, qu'en survolant ces objets, on avait des perturbations des mesures de champ magnétique. Loin de ces objets, vous avez le champ magnétique de Jupiter, tel qu'on le comprend, et proche de l'objet, proche de la Lune, ici donc vous avez Europe, et ici Ganymède, vous avez une perturbation. Vous la voyez ici, le champ magnétique de Jupiter, il est déformé. Et ce champ magnétique déformé, en interprétant et en le modélisant, on se rend compte qu'il faut introduire un modèle qui fait intervenir un océan sous la surface de l'objet, un océan conducteur, qui va introduire un champ magnétique induit, et donc qui va introduire cette signature. On arrive à modéliser à quelle profondeur et sur quelle distance cet océan devrait se trouver. Et dans le cas d'Europe, on voit que les modèles prédisent un océan relativement proche de la surface glacée, de la banquise, avec une profondeur assez importante. Et donc, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'eau sous la surface de cette ligne. Et ça, c'est un élément qui va nous intéresser fortement en termes d'habitabilité des mondes. Ganymède, vous voyez ici la signature d'un des survols de la sonde Galiléo. Vous voyez, c'est des composantes du vecteur champ magnétique. Ça, c'est l'intensité du champ. Et au passage près de Jupiter, vous avez un très net accroissement du champ magnétique. Il n'est pas sous Jupiter, et qui est le champ magnétique propre de Ganymède. Ganymède est à ce jour la seule lune du système solaire à avoir son propre champ magnétique. Et ça, c'est aussi un élément important. Comme certaines planètes, comme la Terre, ce champ magnétique a un effet sur l'habitabilité des objets du système solaire. Et je vous montrerai un petit peu pourquoi. Donc vous avez ici deux lunes qui possèdent un océan sous sa surface, et ici un champ magnétique propre, avec en plus, quand on le modélise finement, si on retranche la contribution du champ magnétique propre des objets, on trouve également une perturbation du même type qu'Europe, un champ induit qui est expliqué sans doute par la présence d'un océan sous la surface de Ganymède aussi. Alors à plus grande profondeur, mais quand même un océan relativement important. Et donc ces deux mondes, on appelle ça des lunes océans. Et ça, c'est assez intéressant à explorer. Donc, vous savez, sur Terre, donc c'est la seule planète du système solaire où on a découvert que la vie existe. On en est les témoins. Vous avez donc des éléments importants pour que la vie apparaisse. Et la vie, elle peut apparaître, elle peut exister sur Terre dans des environnements très très exotiques, très très spéciaux, pour lesquels on ne soupçonnerait pas qu'elle puisse exister à très grande profondeur sous les océans, dans des endroits qui ne voient pas la lumière, dans des endroits où il y a beaucoup de soufre. Et donc la vie, elle peut apparaître dans des environnements assez éloignés de ceux qu'on connaît nous, hein. Et donc, en ayant ça à l'esprit, hein, on va explorer un petit peu ces mondes en se demandant est-ce que des conditions étaient favorables pour permettre à la vie d'émerger dans ce autre monde. Alors, quand on parle d'habitabilité, donc l'eau, c'est un élément essentiel. La plupart des grandes missions spatiales d'exploration du système solaire sont allées chercher cet élément pour les objets qu'on a visités. À Mars, vous le savez, hein, on a vraiment cherché les traces d'eau, l'eau maintenant qui est sous la surface.
Et en ayant ces observations de la sonde Galileo, cette présence avérée, soupçonnée d'eau sous la surface, on se rend compte maintenant qu'il y a plein d'objets dans le système solaire qui possèdent de l'eau sous leur surface. Donc est-ce que ce ne sont pas les objets les meilleures cibles à privilégier dans le futur pour aller chercher des conditions favorables à l'émergence de la vie, des signatures possibles de cette vie? Puisque on sait, après l'avoir exploré, que Mars pour l'instant, on n'a pas trouvé avec succès des signatures euh, prometteuses pour ça. Donc, vous voyez ici, vous avez les grosses lunes de Jupiter, ce satellite galiléen. Vous avez aussi la grosse lune de Saturne, Titan, avec une mission spatiale qui s'appelait Cassini. On a pu modéliser la présence d'un océan liquide très profondément enfoui sous sa roue. Vous avez ici donc la plus grosse lune de Neptune, Triton, qui elle aussi posséderait de l'eau. Encelade, qui est la petite lune glacée de Saturne, et qui est un des objets les plus fascinants du système de Saturne, pour lequel on a bien en évidence la présence d'eau, et avec de l'eau qui est éjectée depuis la sous-surface, et qu'on pourrait, en survolant l'objet, éventuellement, on pourrait mesurer les propriétés et la composition chimique. Donc vous avez un grand nombre de mondes dans le système solaire lointain qui possèdent cet élément clé, l'eau qu'on recherche avec tant de ferveur quand on explore les objets du système solaire. Alors, si on ramène ça à la Terre, vous avez même en proportion, il y a plus d'eau dans des objets comme Europe, par rapport à sa taille, que sur Terre. Vous voyez ici la proportion d'eau par rapport à la taille de l'objet, c'est à peu près un facteur 0,3 Europe. Un tiers de la surface, un tiers du volume, pardon, serait liquide, alors que sur Terre, vous avez seulement 4 dixièmes, malgré qu'on voit tous ces océans. C'est parce qu'ils sont peu profonds relativement à celui qui est abrité sous la banquise d'Europe. À Mars, c'est à peu près la même teneur. Donc ça fait quand même des objets qui possèdent beaucoup d'eau en comparaison. Et vous avez Encelade, c'est toute petite lune en taille, dont presque la moitié du volume serait composé par un océan global sous sa surface. Alors, donc l'eau, c'est un élément essentiel pour expliquer un petit peu l'habitabilité des mondes. Il y en a d'autres. On a souvent tendance à penser qu'il en faut 4 pour rendre un monde habitable. Donc, au-delà de l'eau, hein, il faut la présence de composants essentiels. On appelle ça les schnops, autour des molécules de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène. Il faut des chaînes carbonées, hein, c'est ce qui fait les protéines, ce qui permet après la complexification des molécules et de la chimie pour créer la vie. Il faut une énergie, hein, une source d'énergie, le soleil, la radioactivité naturelle pour la Terre. Dans le cas des planètes, des objets un peu plus lointains dans le système solaire, les lunes de Jupiter, on verra, on a une autre source d'énergie disponible. Et enfin, il faut un environnement stable, protégé. Et c'est là qu'on pense que le rôle des champs magnétiques est important pour protéger les environnements comme celui de la Terre des perturbations extérieures. Vous savez peut-être, on parle de météorologie spatiale. On regarde de près quand le Soleil se met en colère, éjecte des particules, ce qui peut se passer quand ces particules se propagent et ensuite vont aller impacter l'environnement terrestre, son atmosphère. Et grâce à la protection faite par le champ magnétique de notre planète, on évite un petit peu l'accès direct à ces sources d'énergie qui peuvent endommager les composants électroniques, les satellites et les communications radio, peut-être même mettre en danger les astronautes qui se trouvent dans la station spatiale. Donc voilà les 4 grandes conditions pour l'habitabilité qu'on va aller chercher dans les mondes qu'on explore, et en particulier pour les satellites galiléens, ces lunes de Jupiter. Alors la source d'énergie, donc sur Terre, c'est principalement la radioactivité naturelle. Vous avez aussi la présence du Soleil qui est relativement proche. À Jupiter, on est beaucoup plus loin dans le système solaire, donc il y a beaucoup moins d'énergie fournie par le Soleil. La radioactivité naturelle, elle existe, mais elle est moins importante. Par contre, vous avez un petit peu comme le système Terre-Lune, ce qu'on appelle les effets de marée. Vous avez ces lunes qui orbitent autour de Jupiter, qui sont un petit peu gelées les unes avec leur orbite, il est bloqué. Elles ne tournent pas de manière... Il n'y a pas de hasard, elles sont figées par
la gravité respective de ces différents objets. Donc c'est la résonance de Laplace, du nom du scientifique français qui a caractérisé ce genre d'effet. Et donc cette résonance va introduire avec les orbites elliptiques autour de la planète de ces objets des effets de marée. Il va y avoir des déformations assez importantes le long de leurs orbites, de leur surface et sous-surface, et ça va créer une source de chaleur importante qui va permettre à l'eau d'exister sous forme liquide dans ces océans sous la banquise. Donc, ce sont des objets qui orbitent très proche de Jupiter et très rapidement, vous voyez, donc Europe en 3 jours fait un tour de Jupiter, quand Galilée en fait un en 7 jours et quand nous en fait un en un peu moins de 2 jours. Bon, ces effets de marée ils sont assez importants. C'est ce qui aussi permet de comprendre un peu mieux ces images qu'on avait obtenues lors des survols par Galiléo de l'objet. Vous voyez des déformations, des failles qui se créent, des ruptures dans la continuité des terrains. Et on peut vraiment les modéliser avec précision et voir vraiment que cette surface, elle est active, elle bouge, elle a subi des variations du fait de ces phénomènes. Et ça, on a directement avec l'imagerie, la topographie du terrain, on peut s'en rendre compte. Alors, on a aussi des observations très récentes avec le télescope spatial du James Webb qui vont montrer, en observant en infrarouge la surface de cet objet, même de très loin, qu'on va avoir donc, de la glace de CO2 qui, ici on la voit à la surface, mais en caractérisant ses propriétés fines, on se rend compte que cette glace, elle vient en fait de la surface avec une forme particulière qui explique qu'elle ne peut être que créée dans l'environnement de cette Lune. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi de comprendre un petit peu les éléments qui sont créés euh, directement sous la surface, sous la banquise par cette Lune. Et je vais vérifier plus tard quand je parlerai de la mission JUICE. On va avoir un instrument à peu près qui fonctionne dans la même longueur d'onde en infrarouge sur la mission, qui a été fait par un laboratoire français, donc l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Les laboratoires fabriquent les instruments avec l'aide du CNES, le Centre spatial français qui est ici à Toulouse. Et cet instrument, il y a des instruments clés à responsabilité française de cette mission juste dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui va regarder très en détail la composition à la surface, et qui ira vraiment chercher des éléments autour des volatiles et des composés organiques qui nous intéressent beaucoup par rapport à cette notion d'habitabilité. Donc, dans les années à venir, vous allez, si vous êtes curieux, vous intéresser un petit peu à ce qui va se passer autour des observations astronomiques, vous allez voir que cet outil de travail, le James Webb, va vraiment apporter de très nombreuses contraintes sur ces mondes avant même qu'on arrive et qu'on les explore en monde. Donc, si on regarde un petit peu dans le système solaire cette zone habitable, donc on va voir si on regarde donc à peu près pour les exoplanètes et pour les planètes du système solaire qui sont ici, donc avec notre Soleil, en mettant en comparaison ce qu'on connaît et ce qu'on comprend notre système solaire, on voit que la zone habitable, c'est ici cette bande bleue, dans notre système solaire, elle est très très proche de la région qu'occupe la Terre dans son orbite autour du Soleil. Vénus et Mars ne sont pas trop loin, mais s'en sont écartés. Et on pense qu'il faut revoir un petit peu cette notion d'habitabilité en explorant ces lunes donc de Jupiter, même de Saturne, par rapport à la présence de ces quatre ingrédients, l'eau, les composés SNOPS, une source d'énergie et un environnement qui pourrait être relativement stable. Donc ça va être au cœur de la mission JUICE. Donc c'est un acronyme, JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, donc l'explorateur des lunes glacées de Jupiter. C'est une mission qui est faite par l'Agence spatiale européenne, qui a été lancée en avril de l'an dernier, il y a peu de temps, qui va voyager vers Jupiter. Alors, ça met un peu de temps avant d'arriver là-bas, il faudra être patient, ça va mettre 7 ans, mais ça passe relativement vite, on ne va pas s'ennuyer en préparant cette mission d'ici là. Ça se mettra en orbite autour de Jupiter en 2030, et ensuite ça ira progressivement de plus en plus près de la planète en survolant les lunes, Callisto, un grand nombre de fois, Europe, 2 fois, Ganymède, un grand nombre de fois, pour au final se mettre en orbite autour de Ganymède, la plus grosse lune du système solaire. Pour la première fois, on va avoir un objet
qui se met en orbite autour d'une lune du système solaire. Ça aussi, c'est assez remarquable. On peut en être assez fier en Europe d'avoir réussi à construire une telle mission. Et donc, d'ici le début des années 2030, on va avoir un grand niveau de détails sur ces différents mondes, Europe, Ganymède, Callisto, et sur le système de Jupiter, avec un focus particulier sur Ganymède. Alors, vous avez vu, l'Europe est un objet relativement marqué et très intéressant à explorer, peut-être encore plus intéressant que Ganymède. Pourquoi on n'y va pas? C'est simplement que pour aller explorer Europe, c'est difficile. L'Europe se trouve très proche de Jupiter, baigne dans le champ magnétique de Jupiter comme Ganymède, mais proche de la planète, ce champ est très intense. Ça va être quelque chose d'assez embêtant. Ça va accélérer des particules à des très hautes énergies. On appelle ça des ceintures de radiation. Vous en avez autour de la Terre. Et aller dans ces régions relativement hostiles, c'est compliqué. Il faut protéger les instruments, les électroniques, les satellites. Ça coûte de la masse. La masse, c'est ce qui est difficile à envoyer dans l'espace. Et on a préféré donc privilégier l'exploration de Ganymède, qui est un peu plus facile d'accès vis-à-vis de ces challenges, plutôt qu'Europe. On va quand même survoler Europe 2 fois et avoir de nouveaux résultats sur cette ligne. Alors, cette mission de JUICE, on l'a proposée à Toulouse. On a formé, donc c'était dans mon laboratoire, l'IRAP. C'était avec mon collègue Michel Born. Il a formé un groupe de travail, un groupe de scientifiques, pour essayer de réfléchir à quel type de mission on voulait construire pour aller explorer Jupiter et ses lunes. C'était en 2005, donc ça fait presque un peu moins de 20 ans. On arrivera en 2030 autour de Jupiter, donc ça fait presque 30 ans pour qu'une mission se construise. Mais donc, on peut être assez fier. Les premières idées ont été proposées, construites par ces scientifiques animés par le pôle de planétologie de Toulouse. Donc, on va s'intéresser au système de Jupiter et à ses lunes. Et je vais vous montrer un petit peu donc, ce qu'on va pouvoir faire avec cette mission. Donc, on va s'intéresser. Alors, en Europe, souvent, quand on fait des grandes missions, la mission de JUICE, elle fait partie d'un programme d'exploration. On appelle ça une mission de classe L, de large classe. C'est une mission qui coûte plus d'1 milliard d'euros, très ambitieuse. Et en Europe, on privilégie souvent, avec ce type de mission, un accès à un grand nombre de thèmes scientifiques. Il faut un peu contenter tout le monde. Donc, elle va être vraiment très intéressante pour nos collègues qui étudient l'atmosphère. Est-ce que l'atmosphère de Jupiter, elle est assez remarquable? Vous avez ces grosses, ces macrostructures, ces petites taches chaudes qui sont ce qu'on peut avoir sur Terre sous forme de cyclones. Vous avez ces bandes en altitude qui sont très très aussi un mouvement perpétuel avec des fusions, des vents très violents, des fusions de structures, des tempêtes. Et ça va dépendre de la latitude. En infrarouge, vous avez accès à des couches plus profondes. Vous voyez ici ces mélanges qui se font dans la haute atmosphère, se font aussi très profondément dans l'atmosphère de Jupiter. Donc on va un peu essayer de comprendre comment tout ça se mélange dans cet objet, dans cet objet fluide. Donc vous avez un certain nombre d'instruments qui vont s'intéresser à cette thématique. Vous voyez ici, donc en ce moment, on a une autre mission américaine qui s'appelle Juno, qui est le premier orbiteur polaire de Jupiter. Donc elle passe au-dessus du pôle sud et du pôle nord. Son objectif principal, c'était de comprendre la structure interne de cette planète, d'aller voir vraiment s'il y avait un noyau, comment a été construit cet objet. Et en passant au-dessus des pôles, vous avez ces observations en infrarouge relativement originales. Vous avez ces structures en forme d'hexagone. Donc c'est vraiment un problème de dynamique des fluides. Vous pouvez reproduire ça en mettant des fluides en rotation sous différents régimes en laboratoire. Et ce sont des structures très stables. Dans le temps, elles sont permanentes. Et ça dessine vraiment des choses très, très, très originales. Donc avec JUICE, on va pas pouvoir aller explorer les pôles. Juno l'a fait, mais on va explorer donc tout le reste de l'atmosphère de notre planète. En particulier, lors d'une phase particulière de la mission, lorsqu'on utilisera les survols de Callisto pour, à moindre coût, changer l'orbite et l'incliner de JUICE, on va pouvoir observer les émissions aurorales de Jupiter, les différents combeurs de mondes, et observer les régions les plus polaires.
Donc si on s'intéresse à Jupiter, c'est aussi parce qu'elle a ce champ magnétique très intense, qui crée une cavité dans l'espace, dans le milieu interplanétaire, qu'on appelle une magnétosphère, qui va protéger l'objet de son environnement extérieur, de toutes ces particules émises en permanence par le Soleil. Et si on observait dans le ciel cette magnétosphère, si elle était visible, eh ben voilà la taille qu'elle aurait. Vous voyez là, par rapport à la taille de la Lune, c'est un objet colossal. C'est vraiment gigantesque, cette cavité magnétique. Et donc, c'est vraiment un objet à part que Just va étudier très en détail avec un grand nombre d'instruments qui vont s'intéresser à ce champ magnétique, aux particules chargées piégées par ce champ magnétique et à leur effet, notamment sur les liens. Donc, notamment la suite de matière principale, les volcans de Yo qui vont émettre du gaz neutre qui va être ensuite ionisé, qui va être sous forme de particules chargées, on appelle ça des ions, des électrons, qui vont être piégés par le champ magnétique, mis en rotation rapide et qui vont après être distribués à l'ensemble de la cavité magnétique de Jupiter. Et donc ces composants émis par les volcans de Yo, principalement des espèces soufrées et oxygénées, ils vont être distribués et aller impacter la surface des lunes, des autres lunes d'Europe, de Ganymède et de Callisto. Ils vont redistribuer un petit peu la matière à l'ensemble des objets dans le système. Ils vont altérer les propriétés et la composition de la surface en permettant des réactions entre les différents composants. On va survoler deux fois l'Europe, et en particulier, donc, on sait qu'il y a un océan, on soupçonne très fortement la présence d'un océan global sur la surface, relativement proche de la surface de la banquise. Et on soupçonne potentiellement, parce qu'on a eu l'exemple avec un petit cube Encelade à Saturne, que de temps en temps, il va y avoir aussi un autre type de volcanisme, on appelle ça du cryovolcanisme, du volcanisme de glace. C'est un peu comme les geysers sur Terre. Il va y avoir des panaches de matière qui vont pouvoir s'échapper de la sous-surface par ces failles qui s'ouvrent lors de l'orbite d'Europe autour de Jupiter et qui vont permettre à la matière d'être éjectée. Donc si on a un peu de chance, en survolant Europe, on va pouvoir observer ces panaches de matière éjectées et qui sait peut-être passer dans un de ces panaches éjectés et mesurer un petit peu la composition de la matière. Donc avec ces deux survols, on va s'intéresser à mettre en évidence les processus qui impactent la surface, qui vont aller apporter de la matière et modifier la composition de l'objet. Et également ce qu'on appelle donc les geysers, le cryovolcanisme d'Europe, si on a de la chance, pouvoir traverser ce qu'on appelle les plumes et sonder directement les propriétés de cette matière qui viendrait directement de l'océan sous la banquise. Et donc de regarder un petit peu toute la complexité des échanges entre la sous-surface, la surface et l'environnement externe. Alors ces plumes, on soupçonne qu'elles sont présentes sur Europe. Euh, je vous ai pas montré, si je vous ai montré des images d'Encelade. Ça c'est une image prise d'Encelade par la mission Cassini. Et vous voyez avec une caméra, on voit tout de suite à son pôle sud, vous avez ces panaches de matière qui réfléchissent la lumière du soleil et qui montrent qu'il y a des points chauds du volcanisme sous forme de geyser qui expulse la matière depuis la sous-surface. Et on a pu mesurer avec Cassini les propriétés de cette matière et vraiment montrer mon SAD est un objet fascinant. Il faudra explorer dans le futur pour comprendre un peu l'habitabilité dans le système solaire. Donc ça c'est fait avec une sonde qui s'est approchée très proche de l'objet. Ça c'est fait avec le télescope James Webb depuis l'orbite autour de la Terre. Vous voyez donc ce petit point c'est Encelade. Il n'est pas très résolu spatialement. Mais par contre, dans l'infrarouge, on montre qu'il y a quand même de la matière éjectée depuis le pôle sud de cet objet, même à la très grande distance. Avec Europe, on peut faire pareil avec le télescope spatial James Webb. Et là, je vous montre les données du télescope spatial Hubble, son précurseur, toujours en activité. Et vous voyez ici, en observant l'ultraviolet avec les caméras à bord de vol, on observe d'éventuels panaches. On a quelques images qui les suggèrent qu'il y a aussi le même type d'activité, ce cryovolcanisme de glace qui éjecte de la matière depuis la sous-surface. Donc ça, c'est vu de loin avec Hubble. Si vous vous rappelez, en voyant de loin Encelade ou en voyant de près la finesse des détails qu'on peut résoudre, et bien attendons ces deux survols avec JUICE de cet objet pour en savoir un peu plus sur les processus qui sont actifs ou non à la surface et à la sous-surface. Donc on va avoir deux survols, donc on va faire en sorte que ces survols parcourent des régions différentes.
mais des régions là où on soupçonne qu'une activité est possible. Et donc ça a été préparé donc, par les gens qui sont intéressés à l'orbitographie, à la trajectographie de la mission en détail, pour vraiment être sûr qu'on passe relativement proche du LEG. On passe pas à des altitudes en dessous de 500 km. Ça reste assez distant parce que donc c'est compliqué de survoler des objets avec des satellites envoyés qu'on envoie. Il faut éviter donc, de rentrer en collision avec les objets. Donc il faut prendre un petit peu de marge de manœuvre de sécurité. Mais avec JUICE, on va quand même survoler relativement proche cet objet par de feu, très tôt dans la mission. Alors, dans le système solaire, on aime bien aussi, on parle d'habitabilité, essayer de voir est-ce que sur Terre, finalement, on n'aurait pas des analogues de ces environnements extérieurs très lointains. Et donc, pour Europa, il y a des analogues dans l'Antarctique. Il y a donc là, vous avez de la banquise et vous avez des coulées de soufre qui sont observées dans cette région particulière de l'Antarctique et qui rappelleraient un petit peu donc, cette interaction entre la matière éjectée par les volcans de You qui vient impacter la surface glacée d'Europe. Donc ça, c'est un analogue assez intéressant et il y a des vies qui existent dans cet environnement sur Terre. Vous avez ensuite un autre analogue relativement encore plus intéressant. Toujours dans l'Arctique, vous avez le lac Vostok. C'est un territoire russe. Les Russes ont foré à des profondeurs assez importantes, à 3 km, pour trouver de l'eau liquide sous la banquise. Et dans cette eau liquide, en remontant la matière et en la lézant, là encore, on va trouver des traces de vie, de la vie qui est hébergée ici, protégée des rayons du soleil, et qui a réussi quand même à apparaître. Et ça, c'est assez intéressant de mettre ça en perspective par rapport à ce que l'Union Europe a expérimenté. Ganymède, donc voici ici la photo la plus récente de Ganymède. C'est cette mission dont Juno, en orbite autour de Jupiter actuellement, a survolé une fois Ganymède en juin 2021. Donc 20 ans après Galiléo, on a de nouveau eu une image de cette lune, cette plus grosse lune du système solaire. Et vous voyez là aussi, donc vous avez des cratères, contrairement à Europe, vous avez des failles à la surface et vous avez des différences de couleurs. Voilà. Donc ça, si on s'intéresse un petit peu à cet objet de plus près, donc on sait qu'il a son propre champ magnétique. Donc ça, c'est intéressant. C'est un environnement relativement stable par rapport aux effets des particules énergétiques piégées par le champ magnétique de Jupiter. On sait pour expliquer la signature magnétique qu'il faut également la présence d'un océan conducteur sous la surface. Donc quand même, cet océan, il est beaucoup moins accessible qu'Europe. Il est très profond. Quand à Europe, on pense qu'il est entre 5-10 km de la surface, celui-ci est entre 50 et 100 km de la surface, donc il ne sera pas accessible. Il n'y aura pas d'éjection de matière à l'extérieur. Il n'y aura pas de volcanisme de glace a priori. Donc on ne pourra pas le voir directement cet océan. Mais par contre, il est dans un environnement stable. Et il a subi des altérations chimiques à son histoire. Donc ça reste quand même un environnement assez important à observer. Et on l'observera à distance avec des instruments de télédétection qui vont aller, notamment un radar, qui va aller voir sous la piste où se trouve cet océan et quelles sont ses propriétés. Alors Ganymède, elle a son propre champ magnétique, ça forme sa propre magnétosphère, c'est sa propre cavité qui protège l'environnement. Et vous voyez ici, donc, si on regarde les lignes de champ magnétique, c'est comme des aimants. Vous avez ici des lignes de champ magnétique connectées à la surface de Ganymède d'un côté et de l'autre, des lignes de champ magnétique connectées à la surface de Ganymède, et ensuite sous l'atmosphère de Jupiter. C'est deux types de lignes de champ magnétique différentes. Et vous avez ici des particules à l'extérieur, dominées par le champ magnétique de Jupiter, qui vont venir impacter l'objet. Sauf qu'elles vont voir la présence de champ magnétique, de ces lignes de champ magnétique fermées, et elles vont avoir du mal à pénétrer ces lignes de champ, ce bouclier magnétique, et aller impacter les régions les plus équatoriales de l'objet. Par contre, dans les régions connectées à Jupiter et à Ganymède, elles vont pouvoir facilement avoir accès, précipiter à la surface et altérer, modifier la composition de l'objet. C'est ce que vous voyez ici. Si vous regardez un petit peu les zones équatoriales et les zones polaires, à la surface de Ganymède, vous avez une différence de couleur. Ces zones-là, elles sont impactées par des particules et celles-ci, elles sont protégées. Et donc vous avez un effet aussi assez important de ce champ magnétique qui s'avérera très, très intéressant à étudier pour comprendre
comment on modifie, on altère les propriétés de surface et dans le temps d'un objet comme celui-ci. Donc vous l'avez ici également, là, je vous ai remis l'image du James Webb Space Telescope en infrarouge. Vous voyez une très claire différence entre les régions polaires et les régions équatoriales. Et ça s'explique vraiment par cette protection offerte par le bouclier magnétique, qui ne permet pas aux particules de précipiter et d'avoir accès facilement à ces régions-là, alors que les régions polaires sont directement impactées en permanence par les particules chargées qui altèrent les propriétés de la surface. Et donc là encore, Ganymède, ça va être un objet assez intéressant à étudier. Donc on va l'étudier sous toutes ses coutures avec cette mission JUICE. On va étudier son intérieur, sa structure interne avec des radars qui vont pénétrer. On va étudier sa composition à la surface, sa topographie avec des altimètres, des lasers altimètres, avec cet instrument infrarouge fabriqué par le laboratoire français à Orsay. On va observer son environnement externe, on va mesurer les propriétés des particules, le gaz neutre, les particules chargées qui sont piégées par le champ magnétique de l'objet, les ondes qui se propagent autour de l'objet. Et donc on va étudier cet objet, c'est une lune, c'est presque un véritable objet planétaire avec une grande diversité de processus. Et ça, on va l'étudier vraiment de très très près, puisqu'on va se mettre en orbite autour de l'objet, à des distances relativement lointaines pour démarrer, 5000 km, à peu près 2 fois le rayon de l'objet, à peu près à ces distances-là. Ça se mettre en orbite, infilé. Et ensuite, progressivement, va se rapprocher à 500 km et ensuite encore plus, 200 km. On a bénéficié lors de son lancement par la fusée Ariane 5 en avril 2023 d'un lancement très précis dans des conditions optimales. Et donc on sait maintenant qu'on va pouvoir vraiment, avec les réserves de carburant à bord, aller le plus proche possible de l'objet. Et ça, ça va être assez spectaculaire sur la fin de la mission. Et à la fin de la mission, ben, on va terminer notre mission qui s'appelle le mort en impactant l'objet. Les orbites autour de Ganymède sont instables. Il faut à chaque fois un peu consommer un peu de carburant pour s'en éloigner et pas être attiré par la masse de la planète. Quand il n'y aura plus de carburant, on sera obligé d'aller s'impacter et de terminer notre mission de cette manière. Et donc voilà un peu résumé. Donc ces deux mondes, ce portrait de famille, donc ces 4 satellites Gaïa. D'autres trop difficiles à explorer, on regardera à distance, mais on sait que c'est la source de matière principale. C'est une lune volcanique avec une source d'énergie, avec une surface active, mais sans doute pas d'océan, en tout cas d'eau sur sa surface. Europe, Ganymède, Callisto, qui possède un océan sous la surface, très proche que la banquise à Europe, un peu plus profond Ganymède, encore plus profond à Callisto, avec une source d'énergie à l'Europe, Ganymède importante, et une stabilité offerte par la présence du champ magnétique propre à cette lune Ganymède, ce qui font que finalement vous avez l'ensemble des ingrédients nécessaires à l'émergence de la vie qui se retrouvent dans ce système. Et donc on va aller vraiment essayer de comprendre un petit peu est-ce que finalement ces conditions telles qu'on les soupçonne sont les conditions requises pour permettre à la vie d'émerger dans un monde, dans un objet, dans notre système solaire, et potentiellement au-delà dans les systèmes autour des autres étoiles. Donc, on a été lancé en avril 2023. C'est un satellite qui a été fait donc, par la société Airbus à Toulouse, qui était maître d'œuvre pour l'Agence spatiale européenne et satellite. Donc, pendant très longtemps, il a été pas très loin de nous, en particulier de mon laboratoire. Il était juste derrière. Euh, Ça a été un satellite qui a été compliqué à faire parce qu'il y a des challenges à relever pour aller explorer Jupiter. En plus, ça a été fait pendant la période Covid. Ça a été donc assez intense pour les équipes d'ingénieurs qui ont œuvré. Au final, on a eu un petit retard d'un an seulement. C'est assez remarquable dans la période qu'on a pu vivre. Et on a pu être lancé donc relativement à temps par l'avant-dernière Ariane 5 depuis Kourou. On arrivera donc en 2031 autour de Jupiter et on se mettra en orbite autour de Ganymède en début 2034, après avoir survolé Callisto et Terre. Il y a pas mal de challenges que les ingénieurs ont dû relever. On explore un monde lointain, avec des panneaux solaires. Il faut des panneaux solaires qui produisent suffisamment d'énergie
pour permettre à l'ensemble des systèmes de fonctionner. Les panneaux solaires de JUICE, ils sont relativement grands, c'est presque un demi-terrain de foot quand on les regroupe, mais ça va nous permettre d'opérer. Il faut être capable donc en route, on va aller vers Vénus, profiter de l'attraction gravitationnelle de Vénus et accélérer de manière assez facilement pour aller ensuite vers le système de Jupiter. Donc il faut que le satellite soit capable de tenir des hautes températures proches du système solaire et des basses températures très loin. Il faut qu'il soit capable de résister à ces ceintures de radiation très intenses autour de Jupiter qui vont potentiellement impacter et endommager le système. Donc ça a été un effort très particulier. On n'est jamais allé en Europe dans un environnement aussi compliqué à explorer de ce niveau. Il faut que ça soit une mission relativement autonome, le temps de transmission des commandes et des signaux entre la Terre et le satellite est trop long pour pouvoir réagir si jamais il y a un souci. Donc il faut que le satellite soit suffisamment intelligent pour le faire de lui-même. Et ensuite, comme on avait l'ambition d'explorer plein le système de Jupiter et toutes ses lunes, il faut quand même pas mal de carburant pour pouvoir aller là-bas. Et donc, on a pu faire cette mission avec les moyens dont on dispose en Europe. Et c'est quelque chose dont on peut être fier. On a un grand nombre d'instruments. Donc, voilà ici résumer les 11 instruments principaux. Alors, les instruments sont souvent faits par des consortiums de laboratoires en Europe. On se met tous ensemble pour apporter nos expertises respectives, partager aussi le coût de développement. Donc vous avez les instruments des caméras de différentes longueurs d'onde, visibles, infrarouge, c'est un instrument français, sous responsabilité française, ultraviolette, ou alors il y a un sondage submémétrique pour voir en détail l'atmosphère de Jupiter, les aurores de Jupiter, le gaz neutre autour de Ganymède et d'Europe, la composition à la surface et des propriétés des terrains. Vous avez ensuite des instruments pour géophysique, un laser altimètre pour aller voir un peu la topographie de ces surfaces, de ces différentes lunes. Un radar, ça c'est la première fois qu'il y aura un radar embarqué sur une mission vers Jupiter, pour aller voir sous la surface des lunes, à quelle profondeur se trouve l'océan, quelles sont ses propriétés. Donc une expérience de communication radio qui permettra aussi de sonder les objets, en regardant la transmission des signaux entre le satellite et la Terre. Et des instruments pour mesurer les champs électromagnétiques, les particules, donc le magnétomètre, un instrument pour mesurer les électrons, les ions, le gaz neutre dans ces environnements, et un instrument pour sonder un petit peu les émissions radio, les ondes qui se propagent dans les milieux. Donc voici ici donc le satellite JUICE. Donc on teste la L'Airbus Toulouse dans leur salle blanche, avec ici un ingénieur L'Airbus, vous voyez un petit peu la taille respective. C'est un rejet qu'on a lancé. Donc là pour vous montrer un petit peu le sent. Voilà, on a testé le déploiement des panneaux solaires. Alors voici le déploiement partiel. Une fois déployés, les panneaux ils ont cette forme de pétale. Là vous voyez ici, on les déploie linéairement pour vérifier que ça se passera bien dans l'espace. Une fois lancé, très rapidement, on a déployé les systèmes pour vérifier que tout marchait bien. 40 minutes après le lancement, et en particulier ces panneaux solaires. On a ensuite déployé les différents instruments. Donc vous voyez ici, c'est un instrument qui s'appelle une sonde de Langmuir. C'est un mât de 1 mètre de long qui s'est déployé. Vous voyez ici qui filme. Et pour la première fois, les scientifiques ont pu voir avec des caméras à bord de JUICE le déploiement de leurs instruments et leurs instruments. C'était assez émouvant aussi et ça permettait de vérifier que tout se passait là. Donc ici pour la sonde de Langmuir. Ici, vous avez le déploiement de l'instrument RIME, qui s'était fourni par une collègue américaine avec l'aide d'une collègue italienne. C'est ce fameux radar pénétrant pour aller sonder la profondeur de l'océan sous les banquises des villes. Il était en 3 antennes qu'il fallait déployer avec succès. Et ça nous a mis un petit peu les sueurs froides, parce que si le premier bras s'est bien déployé, le deuxième, il a fallu s'y prendre à plusieurs reprises pour le déployer. Il était un petit peu bloqué, un petit peu gelé. Il a fallu réchauffer le satellite, le faire tourner, lui mettre des à-coups avec les tuyères pour débloquer ce blocage. Et ça a été un ouf de soulagement quand vous voyez ici donc,
l'instrument est enfin débloqué. Et c'est enfin mis dans sa configuration optimale pour aller faire les mesures qu'on voulait dans quelques années. Et là, vous avez donc l'instrument SREC, qui est un instrument qui va mesurer les propriétés des particules chargées. Et ça, c'est un instrument sur lequel moi j'ai eu la chance de travailler avec mes collègues à l'ERAP. On a fourni une petite partie de ces instruments, sur cette suite d'instruments, avec mes collègues électroniciens, mécaniciens, instrumentalistes, en collaboration avec nos collègues américains et suédois. Et comme je vous disais, c'est la première fois qu'avec des caméras à bord de JUICE, on a pu vérifier que tout se passait bien dans les déploiements des systèmes et qu'on a pu visualiser nos propres instruments dans l'espace et les voir un petit peu positionnés, prêts à mesurer dans quelques années et remplir les objectifs scientifiques pour lesquels on les a conçus. Donc voilà cette future exploration de Jupiter. Vous avez cette sonde Juno actuellement en orbite de Jupiter, cet orbiteur polaire sur lequel on travaille également dans mon laboratoire. Vous avez ensuite cette sonde JUICE avec ses panneaux déployés en étape qui va s'intéresser en particulier à Ganymède, c'est le premier orbiteur d'une lune glacée et d'une lune du système solaire. Et vous avez en parallèle nos collègues américains qui s'apprêtent à lancer cette année une mission qui s'appelle l'Europa Clipper, qui va s'intéresser à Europe. Elle ne va pas pouvoir se mettre en orbite, c'est compliqué. Puis ils ont choisi de survoler Europe un grand nombre de fois, plus de 40 fois, à des distances très très proches. Quand nous, on va passer à peu près à 400-500 km d'Europe, eux vont passer à des distances jusqu'à 15 km. Donc, ils vont vraiment passer très très près en rasbot, avec des instruments également là encore dédiés à l'étude de cet objet, un radar, ce qu'on appelle des spectromètres de masse pour comprendre la composition depuis l'orbite, en observant la surface ou en mesurant les angles de l'orbite. Et donc, dans une dizaine d'années, on va avoir un duo d'explorateurs des lunes de Jupiter, européens et américains. Et on va pouvoir travailler de concert pour comprendre le système de Jupiter dans son ensemble. Je vous passerai ici, c'est l'ensemble des phases, depuis le lancement, les survols de Vénus, la phase de croisière, l'insertion en orbite autour de Jupiter, les survols de différents objets et finalement la phase autour de Ganymède. Il y aura vraiment beaucoup de choses à faire. Actuellement, donc, je vous ai dit, pendant les 7 ans à venir, on ne va pas s'ennuyer. Parce que nous, scientifiques, on est en train de discuter des différentes orbites, différentes phases, comment partager la télémétrie qui est réduite pour que tel instrument puisse optimiser ses mesures lors des différentes phases. Donc, on segmente les orbites pour choisir un petit peu les différentes opérations des instruments et voir comment faire en sorte que tous les instruments remplissent leurs objectifs du fait des contraintes de la mission. Donc voilà, on va observer ces mondes galiléens que Galiléo nous a révélés il y a plus de 400 ans. On va vraiment avoir une vue détaillée de ces mondes avec l'exploration spatiale de ces objets. Et on va pouvoir mettre ça en perspective avec les autres mondes qui commencent de plus en plus à se dévoiler à nous. Ces fameuses planètes, exoplanètes, ces planètes extrasolaires autour d'autres étoiles. À l'heure actuelle, c'est un champ, c'est vraiment la révolution de l'astronomie moderne. La découverte il y a une trentaine d'années, ça valait le prix Nobel d'ailleurs à ces découvreurs suisses, avec des instruments donc, à l'Observatoire de Haute-Provence en France. Ce sont les premiers à avoir mis en évidence la présence de planètes autour d'autres étoiles. On en dénombre maintenant plus de 5000, et c'est un champ exponentiel qui va s'accroître de plus en plus. Et, dans ces mondes, on a aussi s'intéresser à l'habitabilité de ces derniers, à trouver les super-terres, à trouver pisser des lunes comme les lunes galiléennes autour de ces Jupiter chauds. Et on va pouvoir un petit peu mettre en perspective entre ce qu'on connaît de notre système solaire, la recherche de l'habitabilité des mondes, avec ces objets-là dans un futur pas si lointain. Donc, je vous remercie pour votre attention et je terminerai ici mon exposé. Oui, bonsoir. Vous disiez que la sonde va finir sa vie en s'écrasant sur Ganymède. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination avec des bactéries d'origine terrestre? Oui, ça c'est un problème important dans l'exploration des objets des systèmes solaires, donc on a la protection planétaire, puisque un des objectifs au cœur de cette mission, c'est d'aller comprendre si ces mondes auraient pu être habitables ou sont habitables. Donc il faut éviter de les contaminer
Et quand on réfléchit un petit peu, il y a des comités qui se réunissent, des scientifiques, d'agences spatiales, pour définir la catégorie de protection de ces objets. Alors, Mars, si on s'y pose, il faut vraiment que les systèmes soient très propres. Ça nécessite des opérations, quand on les construit, très, très lourdes, très coûteuses, pour stériliser les sous-systèmes et tout ça. Europe, c'est pareil, c'est à peu près la même catégorie que Mars, parce que c'est où en cela, ce sont des objets qui sont vraiment des sites privilégiés de ce qu'on appelle l'exobiologie, l'astrobiologie. Donc on doit faire très attention si on doit euh, aller en orbite ou à la surface de ces objets ou les impacter, construire des systèmes très propres. Euh, Ganymède, c'est un peu moins le cas. Donc ça, c'est vraiment parce que cet océan d'eau liquide, on soupçonne fortement être présent, il est très profondément enfoui. Et donc on pense que s'il y a des conditions favorables, il y a moins de chances d'en avoir, ou alors elles sont très très enfouies, donc on n'a pas ce souci de protection aussi exigeant pour les autres objets. Par contre, et c'est pour ça que le JUICE va survoler l'Europe assez loin, il faut quand même être sûr que JUICE, dans son périple autour de Jupiter, ne va pas aller, par malchance, impacter l'Europe, puisqu'il n'a pas été conçu pour être suffisamment propre pour ça. C'est pour ça donc qu'on survole l'Europe de très loin, et c'est pour ça qu'à la fin de la vie, quand on sera autour de Ganymède, on ne va pas pouvoir laisser on aurait pu penser qu'on pourrait éjecter le satellite JUICE de son orbite autour de Ganymède, et le laisser après dans le système de Jupiter à nouveau. Déjà, c'est un peu coûteux en carburant, on n'aura pas forcément les réserves pour. Mais ensuite, faire ça, ça mettrait en danger, ça augmenterait la chance qu'il impacte Europe au cours de sa fin de vie. Et c'est pour ça qu'on va choisir de le cracher à la surface de Ganymède. La mission Galileo n'était aussi pas conçue pour protéger les environnements, dont on ne soupçonnait pas à l'époque qu'ils étaient aussi prometteurs pour l'habitabilité. Elle s'est crachée elle a implosé dans l'atmosphère de Jupiter. La mission Juno, qui est actuellement autour de Jupiter, elle aussi, elle n'est pas conçue elle n'est pas propre, suffisamment propre pour éviter de contaminer les lieux de Jupiter. Elle va aussi se cracher dans l'atmosphère. La mission Europa Clipper, elle, par contre, a été conçue avec ses exigences de protection plus élevées. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent aller plus proche de l'objet. Par contre, ça a eu un coût sans doute 2 à 3 fois supérieur de la mission JUICE. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors, j'ai plusieurs questions. Vous avez présenté à un moment les perturbations du champ magnétique lors du passage du son, mais vous avez mal limité sur la verticale, c'est 500 à peu près, et c'est en quoi? Ce sont des nanotesla, donc c'est des champs magnétiques très très faibles de mesurer. Et ça, c'est difficile pour les instruments de les mesurer, déjà par les technologies, mais aussi il faut s'assurer que le satellite JUICE et les autres instruments qui sont à bord ne vont pas perturber la mesure des magnétomètres. On a des exigences très fortes en termes de ce qu'on appelle les EMC, la compatibilité électromagnétique entre les différents instruments. Et donc pour tous les autres instruments à bord de JUICE, on a dû vérifier qu'ils ne comportaient pas de matière, de matériaux magnétisés, qu'ils n'allaient pas perturber cette mesure par l'instrument, le magnétomètre. Et en plus, je ne sais pas si j'ai une image. Bon, je sais pas. Donc, le magnétomètre, si on l'a mis le long d'un bras, le plus loin possible des sources de perturbations magnétiques créées par le satellite. Donc, c'est un bras qui fait à peu près, si je ne me trompe pas, 11 mètres, avec 2 senseurs, un au bout et un au milieu, qui vont permettre de mesurer avec précision des champs très petits. D'accord. Oui, oui, d'accord. La Terre, par comparaison, c'est à peu près 50 000 postes, je crois. C'est beaucoup plus. Alors, j'ai une autre question que je voulais savoir, elle a adapté la surface des 3 lunes et de Jupiter par rapport à celle de la Terre. Est-ce qu'elle est connue ou elle va être plus tard? Ça dépend de la masse des objets. Donc, si nous rappelez les toutes premières diapositives, je montrerai en comparaison les objets par rapport à la Terre. Ce sont des objets qui ont une gravité assez C'est un peu comme la Lune et la Terre, par exemple. même supérieure à la VI. Voilà. Donc, vous avez ici donc des objets. Vous voyez à peu près, là c'est la Lune, là c'est la Terre, et ces objets donc intermédiaires, Mercure et Ganymède. Callisto est plus grosse que la Lune, et donc c'est même plus facile de se poser à la surface de Callisto si on arrive à proximité qu'à la surface de la Lune.
Vous avez des collègues chinois qui réfléchissent à une mission vers Jupiter, leur première mission vers Jupiter. Sachant que l'Europe va explorer Ganymède, les Américains s'intéressent à l'Europe, eux essayent de s'intéresser en particulier à Callisto, avec la possibilité à l'étude d'aller atterrir à la surface de cet objet, puisqu'ils ont déjà réussi à atterrir à la surface de notre propre lumière. Donc c'est des gravités relativement élevées. Donc, c'est intermédiaire entre la Lune et la Terre. Et Jupiter? Jupiter, c'est beaucoup plus massif, donc sa gravité est bien plus importante. Oui, une autre question. Alors, c'est la présentation que vous avez faite en mesure, et c'était la même que celle-ci, ou c'est différent? Non, c'est qu'elle a la même. Hein. Ouais. Je m'excuse d'ailleurs d'avoir quelques transparents en anglais que j'ai pas mis. Je voulais juste demander une chose, si on peut avoir la présentation, c'est public, si on peut la parler Bien peut-être. sûr. Je crois qu'à l'OMP, vous avez aussi accès en ligne à la présentation enregistrée. Je transmettrai peut-être le lien à Yves. Oui, pas forcément la louer, juste le support. Il y a un site associé. Pas de problème, monsieur. Et sous votre mail et sur le site. Il y a un site associant. Il y a un site associant et la conférence sera publiée. Et transparent, c'est pareil. Ouais. Je peux les fournier, il n'y a aucun souci. Hein. Et sous votre mail. Je ne sais pas si je les ai là, mais sinon en tapant mon nom et Ira, Nicolas André Ira, c'est Nicolas.André, arrobase, ira.omp.eu. Ah oui. Ouais, comme Europe. Merci beaucoup. J'ai une question, excuse-moi, après je suis micro. Est-ce que, et c'est à savoir de voir que les caméras à bord de la Saint-Just, est-ce que c'est une adresse IP qui est publique, sur laquelle on peut se connecter? Non, C'est avec une liste quand il y a eu l'accident du fuite de pétrole aux US, et les adresses IP des caméras totales à 1500 volts ont connu dans le live des travaux, c'est passionnant. Là, ça c'est sympa. les agences n'aiment pas trop ça et c'est propriété des agences. Et je pense qu'ils vont communiquer assez régulièrement grâce à ces caméras. Si vous voyez d'autres missions comme l'Epi Colombo qui va vers Mercure, ces caméras de navigation sont souvent utilisées pour faire de la communication vers le grand public. Donc ils ont compris que c'était intéressant de les utiliser pour que ça marchait bien. Bonsoir. Quelles sont les températures des différentes couches des lunes de Jupiter? Donc c'est très loin dans le système solaire, donc à 5 unités astronomiques. C'est très froid, hein, donc il fait moins 180 degrés et moins. Par contre, sous la surface, vous avez donc différentes phases de l'eau qui existent, solide et liquide, du fait des fortes pressions. Là, c'est pas forcément la température et il y a ces effets de marée qui vont apporter cette source de chaleur, mais vous avez aussi des effets de pression assez importants qui permettent à l'eau d'exister sous forme liquide. Bonsoir. J'avais une question, peut-être donner. On a vu les panneaux solaires qui paraissent quand même assez immenses. Quelle est la quantité d'énergie qui est nécessaire, donc, qui est produite pour pouvoir faire fonctionner les instruments avant le satellite? Les instruments, dans leur ensemble, vont nécessiter à peu près 230 watts pour fonctionner. Hein. Ça doit être à peu près un tiers, un quart de la puissance totale pour faire fonctionner le satellite en plus. Mais ça va nécessiter on va pas pouvoir toujours les faire fonctionner tous ensemble. Il va falloir faire des choix, des priorités. Hein. C'est les travaux en cours pendant la phase de croisière de la communauté. Parce que les instruments, même si c'est optimisé pour consommer le moins possible, vous avez quand même des instruments relativement gourmands, notamment ce radar pénétrant qui nécessite une bonne partie de cette allocation lorsqu'il veut faire ces mesures pertinentes. Donc ça reste quand même finalement une énergie assez limitée. Hein. En Europe, on pense que c'est sans doute un petit peu la frontière qu'on peut explorer en termes de distance au Soleil dans le système solaire avec des panneaux solaires. On a regardé des missions vers les lignes de Saturne, ça nécessite quand même d'emporter des panneaux solaires encore plus grands, plus de 140 mètres carrés.
Et après, ça devient compliqué en termes de contrôle d'orbite, ce genre de choses, et de, de rigidité. Donc, là, on a quand même atteint un petit peu sans doute la limite. Mais on a pu bénéficier pour cette mission de ce qui avait été fait pour une autre mission européenne qui s'appelait Rosetta, qui est, vous en avez peut-être entendu parler, elle allait explorer, se mettre en orbite autour d'une comète qu'elle a rencontrée à peu près à ces distances, à la même distance que Jupiter et qu'elle a suivi ensuite dans son trajet vers le Soleil. Et donc on avait développé ces technologies, ces panneaux solaires pour cette mission. Et donc JUICE a hérité de ces développements 20 ans après. Sinon, il faut prendre des réacteurs nucléaires, et ça, il n'y a que les Américains ou les Russes qui savent faire. Mais bonjour, deux questions. Je voudrais répondre une réponse très rapide. Quel est le bulletin de santé de la sonde JUICE actuellement? Alors, on va rester pendant pas mal de temps, pas trop loin de la Terre, entre Vénus et la Terre. C'est seulement la dernière année qu'on partira très vite vers Jupiter. Et en ce moment, donc, une fois le lancement, donc en avril, on a vérifié une première fois que tous les systèmes marchaient, en particulier les instruments. Et tous les 6 mois après, une fois qu'on les a vérifiés, on les éteint. Et tous les 6 mois, on les rallume pour vérifier leur état de santé. Donc tout marche bien. Pour l'instant, on est content, on croise les doigts. Et on s'apprête au mois d'août de cette année à survoler la Terre et la Lune et à allumer cette fois-ci les instruments pour leurs premières mesures scientifiques dans un terrain connu, l'environnement de la Terre. Et ça, c'est important pour nous. C'est la dernière fois qu'on peut et la première fois qu'on peut vraiment comprendre comment nos instruments marchent dans cet environnement terrestre connu, hein, et ce qu'on appelle la calibration des instruments et être sûr qu'on les prépare le mieux possible pour comprendre les données qu'ils obtiendront une fois dans l'environnement de Jupiter. Donc ça va être quelque chose d'assez spectaculaire. C'est si je ne dis pas de bêtises, le 8 ou 10 août de cette année, un double survol Corps-Lune avec des mesures et des observations, des images sans doute assez mouvantes. La deuxième, à laquelle vous avez partiellement répondu, c'est donc la liste des survols de planètes au long du d'Andromède. Donc ça, pour aller à Jupiter, donc, qui se trouve loin, soit on envoie un petit satellite avec une fusée très puissante et que ça peut aller assez vite. Les Américains l'ont fait avec une mission qui allait explorer Pluton et derrière Pluton les objets transneptuniens en un an. Et c'était un tout petit satellite qui est à peine plus gros que cette table. Quand on veut un vrai satellite ambitieux comme JUICE, relativement gros, je crois qu'il fait 4,5 tonnes si je dis pas de bêtises, avec le lanceur européen le plus puissant, donc Ariane 5, c'est compliqué d'aller aussi loin et d'amener suffisamment de masse. Donc on va profiter de ce qu'on appelle des effets du front gravitationnel. On va survoler des objets massifs qui vont nous permettre d'accélérer sans consommer beaucoup de carburant. Et donc pour ça, on va survoler Vénus, la Terre, plusieurs fois. C'est pour ça qu'on reste longtemps pas très loin de la Terre, pour vraiment progressivement accélérer sans consommer beaucoup d'énergie et de carburant. Et une fois qu'on aura bien accéléré, là, on se dirigera vers Jupiter, qu'on atteindra en un an. Et donc vous allez avoir quand même toute une phase avec des survols d'objets Terre, Vénus dans les années à venir. Le dernier survol, c'est la Terre, avant le grand voyage. Je pense. On doit survoler Vénus 2 fois, oui, sans doute, parce que Vénus étant dans le système solaire plus proche, on espère s'en éloigner quand même à un moment. Et ça doit être la Terre. Autre question. Sur un voyage aussi long, ces plans, cette distance, quel est le risque d'endommagement par des débris spatiaux, etc., avec tous les facteurs qu'on aura tant testés ou faut à terme? Donc, quand on fabrique les sous-systèmes ou les instruments, on dimensionne pour prendre en compte tous ces risques. Donc, il y avait le risque radiatif, il y a aussi le risque des collisions avec des poussières dans le milieu interplanétaire. Ça reste relativement bénin. Donc, ça ne va pas avoir forcément de grandes incidences. Et on a fabriqué les instruments et les sous-systèmes pour qu'ils aient une durée de vie supérieure à 15 ans. Et donc, comme ça, on s'assure qu'ils vont arriver quand même en bon état de fonctionnement à Jupiter. Donc, on est assez confiant qu'il ne va pas se passer de problèmes majeurs, mais on n'est jamais à l'abri de rien.
Vous avez des satellites scientifiques, des fois, qui ont rencontré des débris assez gros et qui ont coupé des antennes, qui ont endommagé dans le solaire. Mais là, ça a été étudié de la étude de faisabilité de mission avec des modèles d'ingénierie, des marges qui font qu'on est assez confiant. Il y aura pas de soucis. Oui, je vous remercie de votre exposé. Et vous parlez souvent de spectrométrie. Donc, je pense que vous avez beaucoup de résultats concernant toutes ces analyses et spectrométrie. Est-ce qu'avec les résultats, vous comptez tout simplement, modestement, remplir les troncs du tableau des Léontief, ou avec vos découvertes, vous allez faire exposer ces tableaux et les mettre dans les archives effectivement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous parlez des 4 conditions pour que la vie puisse exister, ou tout au moins la vie telle que nous la concevons. Et il y a l'élément, c'est Schnaps, dans lequel on trouve les éléments nécessaires pour que la vie puisse se développer. J'imagine qu'il y a l'azote, le phosphore. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir, si vous arrivez à faire exposer ces tableaux de Mendeleïev, concevoir un autre type de vie, pas forcément une vie basée dans le carbone, mais une vie basée, je sais pas, dans les Siciles ou un autre élément que vous pouvez éventuellement découvrir avec tous les travaux de spectrométrie. Alors sur la spectrométrie, donc ça c'est pour obtenir une information sur la composition la plus fine possible. C'est des mesures assez difficiles à faire dans l'espace parce qu'on a quand même des contraintes fortes en termes de masse embarquée, de puissance ou des lignes de données, surtout de masse. Ce qui fait qu'il faut quand même réaliser que les instruments qu'on embarque sur ces missions, aussi sophistiqués, aussi puissants qu'ils puissent être, ils ne seront jamais en comparaison à ceux qu'on a sur Terre dans nos laboratoires. Donc le meilleur moyen finalement d'acquérir une information suffisamment fine et de voir les composants les plus en plus mineurs, de plus en plus complexes, ça serait de ramener un échantillon sur Terre. C'est pour ça qu'on s'y intéresse, il faut d'autres corps plus accessibles, potentiellement Mars. Mais c'est les instruments qu'on embarque n'auront jamais de sensibilité suffisante pour aller chercher ce genre de composants mineurs ou aller le plus loin possible dans cette étape de Mendeleïev. On s'intéresse aux composants majeurs et à leur principale chaîne. Et vous avez quand même des résolutions assez importantes. On l'a vu sur des instruments qui ont observé la matière cométaire. Vous avez des instruments qui arrivent avec des niveaux d'information assez extraordinaires. Après les conditions donc, pour l'émergence de la vie, c'est forcément le seul point de comparaison qu'on ait, c'est celle qu'on connaît sur Terre et qui elle nécessite donc ces chaînes de carbone et ces acides aminés, ces composants Schnops, en plus des autres conditions. Et c'est compliqué de finalement casser cette vision et de sortir de cette point de comparaison unique. Donc, je ne suis pas assez spécialiste pour vous dire si il étudie des formes qui utiliseraient qui se reposeraient sur d'autres composants. Nous, ce qu'on cherche vraiment et ce qu'on voit sur Terre, c'est que ces composants dont on sait qu'ils sont essentiels à l'apparition de la vie telle qu'on la connaît, ils sont capables de permettre à la vie d'émerger, même dans des environnements très peu favorables. Donc, sur Terre, on a quand même des endroits qui sont assez hostiles et la vie a quand même pu y apparaître. Donc, c'est plutôt dans ce sens qu'on s'intéresse à l'exploration des objets du système solaire. C'est des environnements plus hostiles que le nôtre, mais qui possèdent des ingrédients favorables. Donc, allons voir de plus près. Le Graal, c'est potentiellement, une fois passé ces missions, dans 50 ans, 100 ans, d'aller se poser à la surface d'un de ces objets, d'aller éventuellement forer et de voir vraiment, de toucher la matière, de mieux la sonder. Mais ça reste quand même relativement difficile
se voir avec les moyens d'exploration actuels. Oui, mais vous avez mentionné le radar pénétrant. À quelle fréquence il fonctionne? Et qu'est-ce que vous pensez mesurer? En fait, les coefficients de rétrodiffusion, une distance de l'eau, s'il y a de l'eau sous la glace. Et est-ce qu'il a des différents modes? Le mode altimètre, le mode nageur, quelles sont ses caractéristiques et ses objectifs sur le Alors, c'est un instrument qui a jamais volé dans le système de Jupiter, mais c'est des instruments qui ont volé à Mars sur des missions européennes ou américaines. Euh, Suivant la composition de la surface, si c'est une planète tellurique comme Mars, un dégolithe, ou une lune glacée, on a des propriétés différentes. Donc on va chercher les fréquences particulières pour pénétrer cette matière. Je ne me souviens pas exactement de la fréquence du radar, je sais qu'elle a été optimisée pour Ganymède, pour atteindre des profondeurs pardon, pour Europa, pour atteindre des profondeurs relativement superficielles. Euh, Puisqu'à Europe, on soupçonne que l'océan démarre à des profondeurs de 5-10 km. Je crois que le radar est fait vraiment pour aller chercher ces profondeurs-là. Ce qu'on va chercher à mesurer, c'est la profondeur et les propriétés diélectriques de l'océan sur la surface. Et en particulier, s'il y a des poches éventuelles, des conduits des chemins de communication entre l'océan et la banquise. Donc, on va vraiment s'intéresser à l'hétérogénéité des diélectriques de la matière dans ces environnements. C'est la mesure principale, clé qu'on espère obtenir. Et elle sera complémentée par d'autres mesures qui permettent aussi d'avoir une idée des propriétés de l'océan. Le champ magnétique, comme on l'avait vu, les caméras visibles ou le laser altimètre. Et le seul est la science radio. Et cet instrument-là, il est vraiment fait pour aller chercher la couche liquide. Il n'y a pas de bol d'imaginer. Comme ça, là. Non, ça c'est trop gourmand. C'est en deux recettes, c'est pas. Merci. Après, on a basé cette connaissance sur de la modélisation. On espère que nos modèles sont pertinents, évidemment. On ne saura qu'une fois après les autres seront faits. Une question tout simple sur l'eau, ça fait beaucoup d'eau. On sait qu'on sait d'où elle vient. Ou est-ce que ce sont des hypothèses que l'édition a vérifiées, par exemple? Parce qu'il y a l'origine de l'eau sur la Terre, qui n'est pas très connue aussi. Ouais, c'est l'origine de l'eau sur la Terre, c'est un grand sujet d'étude. Si on a exploré certains types de comètes, notamment la cible de cette mission Rosetta, que l'eau avait été apportée par les comètes lors des bombardements qu'ont subi les objets, et la Terre en particulier. Finalement, il y a moins d'eau que ça dans l'environnement de cette comète. Et on soupçonne maintenant que certains astéroïdes qui ont bombardé la Terre possèdent suffisamment d'eau et ont apporté cette eau. On a des mesures de ces objets, les télescopes en orbite autour de la Terre qui montrent une forte présence d'eau. Pour les lunes de Jupiter, donc ils ont été formés dans l'histoire à grande distance du Soleil, mais avec une matière qui était un peu plus riche en oxygène et hydrogène, et qui ont gardé un peu plus les vestiges de cette composition, comme les comètes, le réservoir de comètes est très distant du Soleil. Donc c'est pour ça qu'on pensait qu'il y avait pas mal d'eau. Donc on pense que dans leur histoire, dans leur formation, ils ont bénéficié donc de la présence de cet oxygène et hydrogène qui étaient là au démarrage. Ensuite, c'est vraiment les conditions de pression-température qui font que l'eau existe ou ne s'échappe pas et reste à ces distances, à ces environnements. Un des systèmes dans le système solaire qui a le plus d'eau, ce sont également les anneaux de Saturne. Ce sont des petites poussières, mais il y en a beaucoup. Et la mission Cassini a montré que c'était très très riche en eau. Il y a énormément d'eau dans cet environnement rapporté à sa surface qui est gigantesque, ça fait un réservoir énorme.
Et là encore, c'est du fait de propriétés de l'environnement dans lesquelles ils sont nés, la planète est née. Une petite question, Juno, il continuera quand même quand je suis sort. Donc Juno, c'est une mission qui a été envoyée en 2011, qui s'est mise en orbite autour de Jupiter en 2016, qui a fini sa mission nominale en 2021 ou 2020. Et ça marchait bien, des réserves financières, bonne santé, etc. Donc la NASA a décidé de la prolonger sur la base d'une mission étendue avec des nouveaux objectifs scientifiques, puisqu'elle avait rempli les objectifs principaux. Les nouveaux ont été, et c'est là que c'était intéressant pour nous, les nouveaux objectifs scientifiques de la mission étendue de Juno ont été ces survols de lune de Jupiter. C'était pas prévu du tout au début, l'instrumentation n'est pas prévue pour ça. Mais finalement, tant qu'on va rester là-bas, allons quand même voir ces objets. Juno a survolé Ganymède une fois, en 2021, et Europe une fois aussi en 2022. Et donc, du coup, et maintenant, Juno a survolé Io 2 fois, en décembre et en février de cette année, et va rester proche de Jupiter jusqu'à mourir, soit parce que les radiations l'auront totalement endommagé, soit parce que ça sera instable, ça finira dans l'atmosphère. Mais par contre, ça va arriver à une échéance relativement proche, et malheureusement avant que Jules arrive. La chance qu'on a, c'est vraiment que ces deux missions de JUICE et la mission américaine qui doit être lancée si tout va bien cette année vont arriver à peu près au même moment. Et donc on va pouvoir établir des stratégies un peu coordonnées d'observation. Et ça va être quand même assez unique. Bon, c'est. On a le temps encore. Oui, en même temps, assez fois qu'on a le temps. Rafraîchissez si vous avez des. Ah, voilà. J'avais deux petites questions. Dans la mesure où ces objets émettent des émissions de gaz, même si dans les gravités très faibles, est-ce qu'il n'y a pas une micro-atmosphère quand même qui reste pendant un certain temps? Ça, c'est pas une question. Deuxième question, il me semblait que j'avais des micro-bouts d'anneaux autour de Jupiter. Est-ce qu'on les regarde ou est-ce que bon, c'est intéressant? Alors sur la première question, donc effectivement, il y a du gaz neutre autour de ces objets. Alors là, ils sont pas suffisamment massifs pour retenir ce gaz. Ce gaz s'échappe facilement. Donc on ne parle pas d'atmosphère, on parle d'exosphère. Elle est très ténue, elle est pas, elle est très fine, pas très dense, mais elle existe. Et il va y avoir des instruments qui vont aller mesurer localement ses propriétés, dont un instrument qui va mesurer un spectromètre de masse pour le gaz neutre, qui est embarqué pour la première fois sur JUICE et qui est aussi embarqué sur Europa Clipper. Donc on va aller sniffer cette très fine atmosphère. Elle est créée par le bombardement des photons du Soleil, des particules chargées qui vont éjecter de la matière avec des interactions qui vont ensuite s'échapper. Et sur la deuxième partie, Jupiter a des anneaux très ténus aussi, très fins, très épais, hein. Bien moins facile à observer pour les autres géantes gazeuses. Et par contre, ce sont des objets qui orbitent très très proches de Jupiter. Je vous avais dit, la lune la plus proche de Jupiter, c'est Io, à 6 rayons. Les anneaux de Jupiter orbitent à peu près à 2-3 rayons, donc entre Io et Jupiter. Donc on ne va pas du tout explorer cette région, c'est compliqué d'y aller. La sonde Juno, par contre, va traverser ces anneaux sur sa fin de vie, hein. Puisqu'elle n'a plus rien à perdre, elle va aller les voir, donc on aura des images de ces environnements. Et une autre chose remarquable, c'est que ces anneaux, ce sont des poussières qui des fois se chargent et sont éjectées. Une fois éjectées, elles vont aller vers l'extérieur du système de Jupiter. Donc il y a des instruments embarqués par exemple à bord de Galiléo qui ont mesuré la poussière provenant des anneaux de Jupiter. Il y a éventuellement, lors de la phase de croisière, en accrochant Jupiter, on pourrait être impacté par des particules qui viennent de ces anneaux, mais on pourra que avoir une observation indirecte de ces objets. Oui. Oui.
Vous les voyez d'ailleurs sur bon, là, je n'étais pas suffisamment. Je ne sais pas si vous les voyez là sur l'université. Sur cette image de James Webb, on voit. Une question. Merci.